Tov. Je voudrais. Ken, Juste, j'ai pas eu le temps de voir le cours la dernière fois, j'ai zappé complètement. Vous pouvez me faire un petit résumé rapide ou pas? ça va être difficile, ça dit. Ouais. Essaye d'écouter. De toute façon, je vais te dire très honnêtement, on peut faire partie de ce cours sans spécialement avoir écouté ce qui s'est dit la dernière fois, mais Ok. c'est important de l'écouter malgré tout. J'essaie vraiment de séparer, de Ok. cloisonner, mais ça racole, qu'on a expliqué la dernière fois, c'est qu'est-ce qui empêchait l'écoute. D'accord? D'accord. C'est essentiellement là-dessus qu'on s'est tourné. Pourquoi est-ce qu'effectivement ça vaut le coup d'écouter? On a donné ces deux éléments-là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui empêchent l'écoute convenable, si je puis dire? C'est la fatigue, c'est le stress, et puis c'est plein de présupposés, c'est plein d'idées préconçues, encore une fois, sur la parole de l'autre. C'est vrai pour son épouse, c'est aussi vrai pour ses enfants. C'est ce qu'on a évoqué la dernière fois. Écoute-le, il n'est pas très long à la vérité, parce qu'on avait fait un truc assez court, vu qu'on avait justement, on ne voulait pas dépasser l'heure et qu'on avait fait autre chose avant. Et ça dure, je crois, entre 25 et 30 minutes. Donc, c'est pas. Mets-le en accéléré si Ouais. tu veux, mais écoute-le. Je voudrais juste, avant de commencer, évoquer un point. Encore une fois, peut-être ça va, comment dirais-je, tomber dans l'oreille d'un sourd, mais ce n'est pas grave. Rabotaï, je vous en supplie, je vous en conjure, je ne sais pas quoi vous dire, à vous, messieurs, et surtout à vous, mesdames. Si jamais vous avez des tensions qui existent dans votre couple, eh ben, ne vous dites pas que vous êtes tous, tout seuls, tout et toutes seules. Vous n'êtes pas unique dans les problématiques et dans les tensions qui peuvent exister dans un couple. Et si vous ne prenez pas conseil, c'est un petit peu, je suis mal placé pour en parler parce que j'ai malheureusement tendance à pas aller voir le dentiste, mais c'est pas que quand on croit qu'on va pas aller voir le médecin, entre guillemets, que ça va passer tout seul. Ça va faire que aggraver les choses. Et ben, je vous dis un peu, Mechila, je vous dis un peu la même chose au niveau de la construction d'un couple. Il n'y a personne qui va entendre, il n'y a personne qui va vous juger si vous prenez conseil avec quelqu'un. Et ce n'est pas forcément moi, la vérité. Si vous préférez parler avec le Roger Shiva, mais Bechavod, vous préférez parler avec quelqu'un en qui vous avez tous les deux, vous donnez crédit, mais Bechavod. Mais ne laissez pas des choses s'envenimer sous prétexte que vous avez peur que quelqu'un s'ingère dans votre couple. Personne n'a envie de s'ingérer dans votre vie de foyer et dans votre couple. Mais l'objectif que Bessat Hachem, on va poursuivre, ce qu'on a commencé grâce à Noam Sfez il y a maintenant presque 2 ans, 3 ans, c'est justement d'essayer de donner des réponses, donner des choses qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent susciter la réflexion entre vous, dans votre couple et dans votre manière d'éduquer des enfants. Et donc, ça me paraissait important de l'évoquer en introduction. Maintenant, ce qu'on va essayer, Bezrat Hachem, aujourd'hui, de se consacrer, c'est quels sont, j'ai envie de dire, les types d'écoute qui existent. On a différentes manières. Après avoir évoqué l'importance d'écouter, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter? D'être à l'écoute, j'ai envie de dire, plutôt que de l'autre. Je voudrais poursuivre ce cheminement en impliquant l'importance de savoir quels sont les types d'écoute qui existent. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle une akshava redouda. Akshava redouda, c'est une écoute qui est bancale, qui est tangible, essentiellement due à la fatigue. On est contrarié, on est stressé, on n'est pas libre sensiblement de pouvoir s'écouter. C'est ces moments où vous avez obligation de vouloir avoir une discussion et on tombe tous dans le panneau. Ne croyez pas que je parle en me prenant pour je ne sais pas qui. On est tous dans cette problématique-là. Parce qu'on a les enfants, parce qu'on a le travail, parce qu'on a un boulot, parce qu'on a un examen, parce qu'on a je ne sais quoi d'autre. En tous les cas, on n'est pas libre pour être pleinement à l'écoute. Et c'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'on est en train de parler avec son prochain, mais on est en train de regarder en même temps le téléphone. Ou parce que la conversation ne suscite pas forcément de grand intérêt, et donc par conséquent, on écoute comme on dit, d'une demi-oreille. Et on aura beau dire à la personne qui est en face, mais c'est bon, on a écouté. Vous verrez que vous avez oublié automatiquement. Deuxième, j'ai envie de dire, type d'écoute qui existe, c'est ce qu'on appelle l'écoute sélective. C'est-à-dire qu'on écoute, mais en souhaitant, dès à présent,
donner son avis sur le sujet. Donc, on n'écoute pas complètement l'ambivalence, la complexité du propos, mais on écoute uniquement ou ce qu'on a envie d'écouter ou ce qui m'est directement lié. Et donc, vous savez, c'est ce qui se passe en général quand quelqu'un vient vous demander justement votre avis sur un sujet. Je me suis disputé avec un tel, tu ne te rends pas compte de ce qu'il m'a dit et qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il a fait ci et pourquoi il a fait ça. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse et que je te demande d'écouter, c'est de me dire à la fin des propos que je t'ai donnés, que je t'ai retransmis, la seule chose qui m'intéresse, c'est que tu me dises combien je suis absolument exceptionnel, combien j'ai raison et combien l'autre est un abruti. Donc, il y a une parole sélective et une écoute sélective. Je n'écoute uniquement, encore une fois, avec la volonté d'avoir un contrôle sur la conversation. Et donc, pas réellement pour avoir justement cette écoute qui va se transformer en étant un dialogue au bout de la discussion. Une fois que la personne aura exprimé, ce qui n'est pas négligeable, ce que la personne, elle ressent aussi. Vous avez comme troisième type d'écoute, comme troisième genre d'écoute, ce qu'on appelle une écoute informative. D'accord? C'est-à-dire que j'écoute les messages qui sont transmis dans cette sikha sans spécialement vouloir comprendre ce qui m'a été dit. Juste, j'écoute, voilà, tu m'as transmis un message, ok, j'ai reçu. Mais on sait pertinemment, c'est vrai, c'est une frontière très mince, on sait pertinemment que quand justement il y a un dialogue, il y a une discussion entre deux personnes, et d'autant plus entre une femme et son mari ou l'inverse, ou entre des parents avec leurs enfants, on ne transmet pas que des informations. On transmet beaucoup plus de choses que ça. On transmet aussi ce qu'on appellera n'est-ce pas, en anglais le subtexte. On transmet, il y a des informations qui sont sous-jacentes à ces transformations d'informations. Ce qui m'amène évidemment au quatrième point, au quatrième genre de transmission, au quatrième genre d'écoute, c'est une écoute empathique. C'est-à-dire qu'elle est, d'ailleurs cette écoute-là est profondément importante parce que justement, elle est totalement dans la volonté de ressentir, empathique. Et là, on verra justement, il y a une nuance aussi intéressante et importante entre ce qu'on appelle l'écoute empathique et l'écoute sympathique. Quelle est la nuance? Comme son nom l'indique, dans empathie, vous avez cette idée de percevoir ce que l'autre me transmet. Je ressens ce que tu ressens. Dans la notion de sympathie, il y a une notion de souffrir avec. Sympathia. C'est-à-dire qu'on est totalement, encore une fois, on n'existe plus si ce n'est que par ce rapport à l'autre. Et là, il y a cette nuance-là qui me semble très importante, encore une fois, dans l'écoute qui est proposée. C'est-à-dire que quand on est en train d'avoir une discussion, il faut sortir de la tête, et c'est parfois une notion qui est assez distincte entre la manière, j'ai envie de dire, masculine d'être à l'écoute et la manière féminine d'être à l'écoute. Cette idée de vouloir justement recevoir un message, et cette idée de vouloir saisir ce qui se cache derrière le message. Nous ne sommes pas en train simplement d'avoir un échange, voilà, tu m'as dit ça, je t'ai répondu ça, mais nous sommes dans cette volonté de vouloir saisir le lien qui nous relie l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il y aura dans l'écoute une dimension active et une dimension passive. Il y a, dans ces deux cas de figure, l'idée d'écouter ce que l'autre me transmet, me dit, mais réellement d'être à l'écoute. Pas pour réagir immédiatement à ce que l'autre me dit, mais pour écouter ce que l'autre me dit et ce qu'il veut me transmettre. Donc, c'est profondément actif. C'est ce que je vais appeler une écoute active. Comme dans une leçon, dans un cours qu'on peut donner, alors il y a une écoute passive et une écoute active. L'écoute passive, ça va être je reçois une éponge sans forcément arriver à digérer ce qui m'a été donné pour pouvoir après le retransmettre. Et puis à l'écoute active, je veux tirer profit de chaque idée, de chaque mot qui m'est donné pour pouvoir saisir, renforcer le lien, le dialogue
qui va me relier à l'autre. Mais je voudrais approfondir sur ce sujet. Est-ce que d'abord, avant de poursuivre, y a-t-il des questions ou des points qui ne sont pas clairs? Okay. Je vois qu'il n'y a pas de réponse. Vous n'entendez pas, vous dormez ou personne n'est là? Non, tout est clair, tout est clair. D'accord? Ok. Top. Le deuxième point que je voudrais effectivement, donc, pour approfondir, j'ai envie de dire ce propos, c'est d'abord, on va commencer par justement, eh bien, l'activité passive quand je suis en train d'écouter quelqu'un. Et encore une fois, vous comprendrez que ça a deux dimensions, une dimension psychique, j'ai envie de dire, et aussi une dimension physique. D'abord, quand on va être dans cette écoute, dans cette activité, j'ai envie de dire, donc passive, à l'égard de celui qui va me transmettre un sujet. Ça va commencer tout simplement par une réalité de, écoute, ma chérie, mon fils, ma fille, il faut qu'on se parle. J'ai très envie, il m'est nécessaire de te parler sur tel ou tel sujet. Là, on aura offert justement la possibilité d'une écoute passive, réellement de renforcer cette dimension d'écoute. Pourquoi? Parce que la personne connaît le sujet dont on va traiter en avance. Par conséquent, il sait déjà le sujet qui va être traité, les difficultés qui sont inhérentes à ce sujet, et par conséquent, mentalement, il va se préparer pour être en mesure de recevoir, n'est-ce pas, le sujet qui va être traité. On va appeler la chazot mirosh. Je sais déjà de quoi on va traiter, donc ça me prépare mentalement à accepter ce que tu veux me dire, ce que tu veux me transmettre, ce que tu veux m'exprimer. Deuxième point, du coup, j'ai envie de dire, c'est presque sous-jacent, on aura affaire à une pleine écoute. C'est-à-dire, quand je parle d'écoute passive, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de chercher un prétexte, de chercher une réponse, de chercher quoi répondre, de chercher même la solution au sujet qui va m'être proposé, qui va m'être traité. Je suis dans ce qu'on appelle Akshava Melea. Je suis en pleine écoute des propos qui sont tenus. Je vais me concentrer sur ce qu'il m'est dit pour réellement entendre ce qu'il m'est dit. On n'est pas forcément en train de trouver une solution. Et ça, je parle surtout pour les hommes en général, où on a une volonté analytique de chercher la solution au problème. Il n'y a pas forcément de solution au problème. On a dit quelque chose, cette idée de vouloir parler pour parler. Cela est nécessaire. Cela est nécessaire pour sa femme, cela est nécessaire pour ses enfants, encore une fois, parce que le fait même d'être dans cette situation d'écoute pleine à l'égard de son épouse, construit, consolide le lien dans le foyer. Vous savez, c'est comme quand vous allez, vous avez ça à titre d'exemple. Vous allez justement, on sort de Shabbat, vous allez à la synagogue le Shabbat et vous rentrez avec votre épouse et vos enfants de la synagogue à la maison. Qu'est-ce qui se passe pendant le chemin? Vous allez parler naturellement. Quelle est l'utilité de ce dialogue que vous avez sur ce chemin? Quelle est la valeur d'aller se promener et de passer par le parc, le jardin d'enfants pour aller à la maison? A priori, aucune utilité. Aucune finalité. Et pourtant, c'est fondamental. Parce que ce que vous allez, la finalité serait d'aller, on va rentrer à la maison, il faut qu'on fasse le kidouche à la maison. Non. Le fait même de l'étaler, vous savez, on est sorti de ces parachiotes entre Noach et Lech sur la lechet, n'est-ce pas? L'étaler est à Elohim, ve l'étaler l'ifne Hashem. Toute la différence entre Noach et Abraham. Quand on va, la lechet, la finalité, la raison de cette marche, c'est la finalité. Qu'est-ce qui va en sortir? Quand on fait un tioul, quand on mitalchim, la raison pour laquelle nous marchons, c'est pour marcher. Eh bien, cette idée de Akshava Melea, c'est ça. On ne parle pas pour savoir ce qu'on va en tirer, on parle pour parler. Parce que la valeur de cette parole a un sens. On avait fait à une époque, on avait fait un cours sur Altar Bessicha et Maïcha. Eh bien, cette notion d'œuvrer, d'abonder en parole avec son épouse,
Abonder trop, c'est pas bien. Mais malgré tout, il faut. Pourquoi? Pour parler. Justement, ce qui amène au troisième point, à savoir la empathia que j'évoquais tout à l'heure, l'empathie et la sympathie. C'est-à-dire qu'on veut ressentir ce que l'autre ressent au moment où il parle. On veut être à l'écoute de ce qu'il perçoit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qu'il est en train de dire, que ce soit positif ou négatif. Vous allez parler avec votre... Je vois bon, après, le petit garçon de Samuel à la derrière. C'est exactement la même problématique. Vous ne commencez pas à parler avec vos enfants, c'est un cas comment dirais-je, usité. Vous ne commencez pas à parler avec vos enfants uniquement quand ils commencent à parler. Quand vous prenez le bain de votre fils ou de votre fille, vous changez la couche et vous allez le coucher, vous parlez avec lui. Pourquoi? Pour parler avec lui, pour créer, pour entretenir ce lien, encore une fois, qui est avec lui. Ça, c'est justement cette empathie et cette sympathie. Mais il faut être très prudent parce que, comme je l'ai dit, il faut de l'empathie, il faut faire attention de ne pas se transformer en l'autre. Il y a une phrase qu'il est coutume de dire puisqu'on est entier avec son épouse, et alors certains, et je ne vous conseille pas de le dire au Rosh Yeshiva, il y a certains qui ont eu tendance à dire nous avons accouché. Parce que c'est genre on est ensemble, comme disait le Rav Ari Levin, cette notion de nous avons mal à la jambe parce que ta femme elle a mal à la jambe. C'est-à-dire, concernant l'accouchement, le Rav, foutez-lui la paix, il n'aime pas ces trucs-là. C'est-à-dire, c'est pas nous avons accouché. Tu ne peux pas comprendre ce que ta femme elle a traversé au moment de l'accouchement. C'est-à-dire, surtout quand tu t'es fait mal à l'annulaire, tu t'es coupé le doigt sans faire exprès avec la chala, vas-y, va lui expliquer ça et l'accouchement. C'est-à-dire, Ça va, aujourd'hui, elles ont la péridurale, ça va, elles vont la pas nous embêter, hein. C'est-à-dire, toi avec la péridurale et pas la péridurale. Même la péridurale, moi, même la péridurale, j'ai peur des aiguilles. Alors, même ça, c'est ce que je veux dire. Quand tu vois la taille de l'aiguille, tu dis, laisse tomber. C'est-à-dire, et la césarienne, je t'en parle même pas. C'est-à-dire, c'est toute cette problématique-là. Donc, on a évidemment de l'empathie. On essaye de percevoir, et dans la difficulté, comme dans la satisfaction et dans le bonheur. Mais on a cette réalité-là. Et enfin, ce qui m'amène au dernier point dans justement le type, à l'ordre de priorité, si je puis dire, dans cette écoute passive, c'est ce qu'appelle le shium. Shium, ça vient de shem, c'est-à-dire qu'on est en train d'écouter ce que l'autre me dit et on va être capable de mettre le doigt sur donc donner un nom, on veut dire, à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre me transmet. C'est justement parce que je vais être capable de donner un nom à ce que l'autre ressent que je vais être réellement capable de l'écouter. Je vais réellement être capable de recevoir ce que, justement, avec le sens que la personne est en train de m'indiquer, est en train de me parler. N'est-ce pas? Encore une fois, je vous répète, il arrive, on a encore quelques points à évoquer ensemble, mais c'est fondamental d'être capable de donner un nom à ce que l'autre ressent. Vous êtes revenu du travail, vous êtes fatigué. Vous êtes contrarié, vous vous êtes disputé avec quelqu'un à la fac, au travail, peu importe. Vous arrivez à la maison avec ce bagage-là. Vous sortez de la maison, pareil, de mauvaise humeur parce que vous n'avez pas levé ce matin. Vous avez levé votre train. Vous comprenez que la sikha que vous allez avoir, quand vous allez rentrer à la maison, elle est inhérente à cela. Elle est influencée par ça. Vous pouvez avoir une maison qui est totalement dans le désordre, mais vous avez tellement passé une bonne journée que vous en foutez. D'accord? J'étais ce matin à la Tfila, il y avait, peu importe les discussions internes, comme on dit, avec les problématiques que j'ai au Garin de Hako, peu importe. Mais le fait c'est que j'ai été prier ailleurs. J'ai eu un super shiur ce matin
je suis rentré à la maison, mais Baruch Hashem, de super bonne humeur. Pourquoi? Parce que cette notion d'élévation, le Rav qui a fait le cours, il a cité, de manière ininterrompue les enseignements du Rav Kook. Rien que ça déjà, hop, directement dans les veines, je suis parti. C'est exactement ça. Archa, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre un nom sur ce qu'on ressent. Sur ce qu'on ressent, ce qu'on est en train de dire. Et c'est encore une fois, c'est bilatéral. Maintenant, une fois qu'on a mis un nom sur les choses, alors ce qui m'amène au 6e point, on est naturellement capable de filtrer ce qui a été dit. Est-ce que tu es réellement en colère parce que tu as passé et parce que tu es en colère, parce que quelque chose t'a mis de mauvaise humeur, ou parce que tu as mal dormi, ou parce que tu es en ce moment contrarié, ou parce que tu as eu le Covid et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, tout va être relié à cela. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'à partir du moment où il y a une quelconque suggestion, encore une fois, qui nous permet de comprendre, de saisir ce pourquoi la personne s'exprime de la sorte, ça ne veut pas dire justement qu'il faut passer, outre ce qui a été dit. C'est ce qui se passe en général dans un couple, puisqu'on voit qu'il y a une discussion, je ne veux pas dire qu'elle est en train de s'envenimer, mais en tous les cas, un sujet qui n'a pas été traité et qu'on souhaite traiter, la réaction la plus immédiate et la moins souhaitée, c'est de dire « bon, c'est bon, tu as raison, allez, on passe à autre chose ». Non, l'olératso, il ne faut pas passer outre. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été ressenti, peu importe quelle en est la raison, il faut chercher quelle en est la raison, mais il faut traiter de ce problème. De la même manière, je me permets d'insister sur ce point, j'ai eu l'occasion de conseiller à une famille qui se rapproche, le mari, et ce n'est pas notre groupe, mais c'est un homme qui s'est rapproché de la Torah, et la femme, elle n'est pas très proche de la Torah, et ils ont des discussions, surtout par rapport à l'éducation des enfants. Et la question qui avait été soulevée, c'est que l'enfant se comportait pas forcément bien, était un peu violent même dans sa manière de parler, et la réaction des parents a été, enfin du père surtout, a été bon, va dans ta chambre où tu parles pas comme ça, et puis c'est tout, et machin, et on continue le repas, et on continue le sujet. À Botaï, mamash l'eau. Dans ce cas de figure-là, on n'envoie pas son enfant dans la chambre. La chambre n'est pas l'endroit de la punition, n'est pas l'endroit du châtiment. La chambre est l'endroit de la sérénité, du repos. Et deux, si c'est tellement important pour vous que l'enfant ait osé lever le ton contre sa mère ou contre son père parce qu'il est énervé, on arrête tout et on ne passe pas à autre chose. L'oleratzot. Et c'est pareil pour encore une fois dans son couple. Il y a des choses qui demandent à être traitées parce que plus profondément, et on n'a pas le temps de les traiter, donc on ne les traite pas, comme on dit, à demi-mesure. Mais dans le cas où un enfant ne s'est pas comporté comme il se doit, je comprends ta colère, est-ce qu'il est légitime ou non de parler comme ça maintenant et encore plus de crier ou de lever le ton sur ta mère, comme ça dit le père, et l'inverse de même. Mais cela demande qu'il y ait réellement un dialogue sain et serein qui s'est installé. Donc d'un côté, nous avons filtré pour bien savoir de quoi il retourne. 2, on ne cherche pas à balayer sous le tapis. 3, on implique une écoute globale, c'est-à-dire qu'on parle avec l'autre. Et quand je parle de ce qu'on appelle Akshava Kolelek, ça veut dire qu'on n'est pas en train de regarder son téléphone pendant que l'autre me parle. On n'est pas en train de oui, bon, c'est compris, ok. Non, on arrête. On essaye justement de se construire parce que c'est toute ton identité, c'est toute ta personnalité qui est en train de parler à l'autre et par conséquent, autrui doit être aussi impliqué dans ces discussions. Et pardonnez-moi, mais c'est un temps qui est précieux et profitez-en, vous en avez. Parce qu'avec les années, on n'a pas forcément là, je vais utiliser un terme un peu pompeux, on n'a pas forcément le luxe de ce temps. Parce qu'on rentre à des heures pas possibles. Et malgré tout, il ne faut pas perdre de vue ces différents éléments, encore une fois, dans l'écoute. Et peut-être qu'effectivement, il est peut-être qu'elle. Rav, je voulais demander ce que vous dites, c'est pour n'importe quelle discussion ou pour
ou pour quand il y a une discussion sérieuse parce que vous avez parlé au début de, entre guillemets, quand il y a une discussion importante qui doit être prise, quelqu'un il veut ouvrir son cœur ou qu'il y a un problème qui doit être réglé, etc. Ou est-ce que c'est dans n'importe quelle situation? Il suffit que ma femme elle commence à me parler, alors tout de suite j'arrête tout ce que je suis en train de faire et j'écoute ce qu'elle dit. Il y a fait. C'est une très bonne question et une question très importante. Il y a deux éléments. Le premier, ça dépend du nombre d'années que vous êtes marié. Pourquoi je dis ça dépend du nombre d'années? Parce que la première année, c'est évident que cela est fondamental. Maintenant, les années qui suivent, en général, quand il y a un certain nombre d'ententes et de cohérences qui se sont créées dans le couple, alors on a moins besoin de mettre l'accent vraiment sur chaque élément, mais malgré tout, il faut le faire. Cependant, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois sur le fait qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent empêcher l'écoute et qui sont légitimes. Donc, pour reprendre ta question, à partir du moment où il y a, je dirais de manière générale, n'importe quelle discussion, mais je vais préciser. De manière générale, quand il y a une discussion qui doit être faite et qui n'est pas, on n'a pas le loisir de la faire au quotidien, ce qui serait l'idéal, c'est de le faire évidemment tous les jours. On a expliqué souvent qu'un couple doit parler autour de 20 minutes, une demi-heure chaque jour de ce qu'ils ont à cœur, et peu importe si c'est quelque chose de très important ou quelque chose de moins important. Mais quand on n'a pas forcément la possibilité de le faire parce qu'on est parti en milouï, parce qu'on travaille dur, parce qu'on revient très tard à la maison, j'en sais rien, alors on peut se fixer un temps. C'est-à-dire, ça va être par exemple le Shabbat. D'accord? Il faut absolument qu'on se parle sur tel ou tel domaine, mais on se le réservera pour ça parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est bilatéral. La femme sait que son mari rentre à ce moment-ci très tard et très fatigué à ce moment-là. Donc, ça peut se contenter d'être un mot ou deux de solidarité, d'association, de chitouf peoula, d'affection, et on conserve quelque chose qui sera développant pour le Shabbat. Ou alors, et encore une fois, vice-versa, l'homme pour la femme pour l'homme. Ou alors, on sait que tel jour, plusieurs jours par semaine, je rentre plutôt à la maison pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse se construire. Mais quand tu dis effectivement ça dépend, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure, quand tu dis que ça dépend de quelle discussion, ça en fonction de ce qui semble pour l'un comme pour l'autre très important. Parce que si ta femme veut te parler de la nouvelle vaisselle qu'elle veut acheter pour Shabbat ou des rideaux qu'elle veut mettre, pour elle, c'est très important. Donc oui, pour n'importe quelle discussion. Pour savoir s'il faut choisir Pampers ou choisir Tralouedos, eh ben, c'est très important. Il y a parfois, c'est des questions de halachot, même, chose très simple. Et parfois, c'est des questions même, comme je dis, de technique, mais qui sont importantes. Et surtout, elle veut t'en faire part. Elle veut, toi ou elle, mais elle veut t'en faire part. Elle veut te faire participer à cette discussion. Elle a besoin que toi, tu sois à ses côtés au moment où elle s'interroge, où elle est interpellée. Pas n'importe quel domaine. Et encore, je disais tout à l'heure, pas forcément pour trouver une solution au problème, mais pour être à l'écoute. Parce que c'est important pour elle. D'accord? J'ai répondu à la question? Eitan? Vous m'avez répondu, mais j'ai encore un petit. Au contraire, c'est important. Posez des questions. Par exemple, ne serait-ce que des fois, dans plein de domaines, je vais dire quelque chose à ma femme va me dire quelque chose, mais ce n'est pas forcément une discussion importante. C'est ne serait-ce qu'une demande quelle qu'il soit. Par exemple, maintenant, moi, je suis en train d'étudier, elle va me dire j'aurais aimé que tu ailles chercher Nadab, je ne sais pas quoi. Et moi, je ne suis pas forcément concentré, je reste la tête dans le livre et je fais OK, sans forcément la regarder. Est-ce que c'est quelque chose de pas bien? Est-ce qu'il faut que, entre guillemets, ne serait-ce que le fait qu'elle m'adresse la parole, déjà, je m'intéresse à elle, je montre un intérêt, peu importe pourquoi. C'est vrai que tu as raison, que c'est une discussion purement formelle, purement technique. Tu as raison, on n'a pas forcément le loisir de ça. Mais justement, ce n'est pas ce qu'on appelle traditionnellement la sikha. Tu as raison dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que tu as acheté du lait? Ce n'est pas forcément effectivement une discussion qui demande tous les paramètres que j'ai évoqués maintenant. Est-ce que tu peux aller chercher Moïchele? Effectivement, c'est des discussions techniques. Mais
il faut clairement être à l'écoute pour pas que Chas v'chaïla, Moïshele, il soit coincé au GAN et qu'il soit le dernier à sortir du GAN. T'as compris? Ok. Vous avez dit ça, Berouach HaKodesh, Ram, c'est quoi l'histoire? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais ça peut arriver, moi, que mon fils, je le laisse au Maroc. Ah, c'est pour ça que je te dis. Non, non, il faut, c'est très important. Et là, encore une fois, c'est très important, pas justement que pour toi ou ton épouse. C'est très important pour ton fils lui-même. Il ne faut pas qu'il soit le dernier du GAN. C'est pas grave. Et même Birka, entre parenthèses, si déjà je te parle de ça, pareil dans la discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, toutes les mères qui sont ici, qui participent à notre étude, elles vont rigoler. Parce que pour elles, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait quand on va chercher son fils ou sa fille au Mahon et surtout après au GAN? On rentre à la maison. Et on dit, et pendant le chemin qu'on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dessiné? Comment ça a été avec la ganénette? C'est qui ta meilleure copine? C'est qui ton meilleur copain? Qu'est-ce que tu as vu? De quoi vous avez parlé? Ah, il a fait. Et surtout, vous avez de l'empathie. Le gosse, il attend que ça de raconter toutes les chavayotes qu'il a eues au GAN avec son père et sa mère. C'est fondamental. Tous les paramètres que j'ai dit maintenant. Et pourquoi on en parle? Qu'est-ce que vous en foutez que votre fils, il a dessiné, je ne sais pas, comme mon fils Hogan à l'époque, il a dessiné des maisons arabes avec des bombes à côté. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, mon fils, quand il était petit, il a dessiné plein de maisons comme ça avec les trucs, des bougies de Shabbat à côté qu'il a collé. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Ça, c'est les maisons arabes et ça, c'est les bombes. Pas au Hachem. Voilà. Grave, juste une question par rapport à l'éducation des enfants. Vous avez parlé qu'il ne faut pas qu'il soit le dernier à qu'on vient de chercher. Maintenant, moi, de ce que j'ai compris, les Israéliens, alors même si le Mahon il finit à 4 heures, eux, ils viennent tous chercher à partir de 3 heures, 3h10, 3h20. Mais moi, je paye jusqu'à 4 heures. Je vois pas pourquoi tu vas aller chercher. Ah non, ça, tu as raison. Non, ça, tu as tout à fait raison. Ah, moi aussi, ça me rend fou. Ils viennent tous hyper non, en vous avant. avez raison. Non, ça, vous avez raison. Mais pas forcément, on va dire à 4 heures, mais viens à 4h moins 5, 4h moins 10, quoi. On te dit à quelle heure les enfants truc. Tu viens chercher les enfants à 3 heures alors qu'ils ont encore des périodes et tout, c'est dommage. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, je te parle, maman, que genre on en arrive à ce que la galette, elle t'appelle pour te dire tu viens chercher ton fils, quoi. Non, ne pas arriver à ça. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord? Ok. Acha, bravo, tu as les deux derniers points, donc comme je dis, Akshava Kolelet, ça, c'est fondamental, effectivement, cette idée de prendre donc, en paramètre toutes les considérations. Et ça nous amène machinalement au dernier point que je soulève aujourd'hui, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il est fondamental que quand effectivement une personne est en train de s'exprimer, peu importe si elle répète 15 fois la même chose parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, eh bien, on fait preuve de patience. Et ce n'est pas toujours évident, surtout pour nous, j'ai envie de dire les garçons, parce qu'on a envie de dire, OK, c'est quoi le pointa? C'est quoi la finalité? Non. Il faut, même si même parfois, ce n'est pas agréable d'entendre parce que peut-être c'est des remontrances, peut-être des reproches qu'on nous fait, il faut essayer de montrer de la patience, d'écouter le message jusqu'au bout pour essayer, après, eh bien, de pleinement réparer. Ça, c'est ce que j'ai dit, comme j'ai dit, c'est les paramètres essentiels dans cet ordre-là, que je vais bien répéter pour que ce soit bien clair, dans cet ordre-là, sur l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute passive. La personne qui s'exprime devant moi, comme je l'ai dit, d'abord, on a essayé, avant même que la discussion eh bien, se mette en place, de savoir quel est le sujet dont nous allons parler. De là, je suis dans l'écoute totale de ce que l'autre me dit. Troisième point, et j'ai fait preuve, comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de regarder mon téléphone ou je ne sais quoi, je fais preuve de curiosité, je m'intéresse à ce que la personne est en train de me raconter. De là, quatrième paramètre, quatrième point, de l'empathie et de la sympathie. Cinquième point, je suis capable de mettre un nom sur ce que l'autre me dit parce que je vois ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il me dit. Sixième point, je filtre pour être bien clair, encore une fois, que tout ce qu'elle me dit en face, c'est avec cette implication-là de ce qu'elle ressent. Septième point, je ne cherche pas à balayer sous le tapis, n'est-ce pas? Huitième point, donc j'ai
une écoute totale, globale de ce que la personne me dit, et surtout, dernier point, dernier paramètre, la patience de ce que la personne me raconte pour pouvoir après, eh bien, poursuivre ce dialogue dans le sens optimal qui soit. D'accord? Rabotai, c'est clair? C'est clair. D'accord? Bon, Bezrat Hashem, nous reprenons dans 15 jours sur la suite, puisque le prochain sujet que je voudrais poursuivre encore une fois dans cette écoute, c'est pour ça que je prends mon temps là à transmettre cela. Le prochain sujet, Bezrat Hashem, sera, puisqu'on a parlé de la dimension passive de l'écoute, alors Bezrat Hashem, nous passerons à la dimension active dans l'écoute d'autrui. C'est-à-dire, sur ce, je vous dis, Shavua Tov, Bezrat Hashem, et à dans 15 jours. Excusez-moi, une question s'il vous plaît. Quand on dit quelque chose à notre enfant, par exemple, et qu'il ne veut pas nous écouter, on va dire, on lui dit fermement, on a répété 15 fois, on a resté calme. C'est quoi la shlaf d'après? Je ne sais pas qui est-ce qui me pose la question, mais. Laura, la femme de Samuel. Mais, alors, il y a un cours sur YouTube, sur le lien, qui s'appelle Fixer les limites. Je vais vérifier s'il est sur le lien, je vérifie s'il n'est pas sur le drive et qu'il est sur mon site. S'il y est, je t'envoie le lien. Et sinon, alors, je vais m'occuper d'envoyer le lien. Mais de manière générale, comme tu as dit, on l'a dit 15 fois. Non, on ne dit pas, dès l'âge de 0 ans, on ne dit pas 15 fois à son enfant la même chose. Alors, ça veut dire que si c'est une habitude qui a été prise, il faut corriger tout de suite les choses. Ça veut dire réhabituer au fait qu'à partir du moment où la mère a demandé quelque chose et elle a parlé, dès le plus jeune âge, alors, eh bien, ça dépend après de l'âge si cette demande l'a fessée ou non. S'il est plus jeune, évidemment, il n'y aura pas forcément la fessée, mais il faut qu'il y ait une réaction immédiate. À partir de quel âge c'est la donc on écoute. À partir de quel âge c'est la fessée? La fessée, elle est progressive. Ça veut dire que d'abord, quand un enfant il a, disons, il en âge de comprendre, 1 an, peut-être 2 ans plus, il peut y avoir la petite frappe sur la main. Puis, il peut y avoir, vers 4-5 ans, la fessée mamache. Mais dès le plus jeune âge, eh bien, il est recommandé, quand un enfant se comporte mal, un bambin se comporte mal, alors on le prend dans les bras, j'avais recommandé cela, on le prend dans les bras et on l'empêche de bouger. Et il sent qu'il y a une pression. Cette pression n'est pas agréable pour lui. Et alors, une fois que ce jeune bambin eh bien, a compris qu'il y avait un problème, on lui dit, tu dis pardon à papa, embrasse la main de papa, et alors on peut continuer à en reprendre. D'accord? Mais j'avais fait un cours là-dessus. Je vais t'envoyer le lien. Ok, merci. Besséda? Shavua Tov, Rabotai. Shavua Tov. Bien évidemment, Rav, on rappelle que tout ce qui a été dit sur le fait de frapper les enfants n'est pas l'avis de la yeshiva dans Yeshua et l'avis personnel du Rav. En rappelant que c'est interdit par la loi. Non, pour l'instant, on s'en fout. Si Halakha, elle va contre la fessée, si Halakha, elle va contre la loi, en plus, maintenant, on a un gouvernement Bezrat Hashem à pouvoir mettre des fessées à son enfant. C'est un traditionnel. Ça va, Rabotai. Merci.